Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se concentrer sur les réglages et les menus du Sony Alpha 7 III. Alors, petit préambule, ceci n'est pas un cours de photo. Je vais vous présenter les réglages et mes préférences au niveau voilà, des menus du Sony Alpha 7 III, mais ce n'est pas un cours de photo, c'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer à quoi servent les ISO, à quoi sert la vitesse d'obturation, à quoi sert l'ouverture, etc. Je vais considérer que tout ça est acquis. Si vous souhaitez un accompagnement pour vous améliorer en photographie, vous pouvez suivre une de mes formations en ligne ou rejoindre le groupe de coaching pour un accompagnement mensuel. Ou si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous pouvez réserver un cours particulier. Tous les liens et toutes les infos sont dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais voilà, sur cette vidéo, je vais vous donner un peu voilà, mes réglages préférés sur l'Alpha 7 III. Et seconde précision, cette vidéo risque d'être longue, très longue. C'est pour ça que je vais essayer de la chapitrer aussi précisément que possible pour que si jamais vous cherchez un réglage en particulier, vous n'avez pas toute la vidéo à vous taper, voilà, vous baladez votre souris normalement sur la vidéo et vous devriez trouver ce que vous voulez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis photographe et vidéaste professionnel depuis 2017 dans la région de Nice. Et sur cette chaîne YouTube, je donne quelques conseils et astuces sur la photographie en général. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Donc on va voir déjà un peu tout ce qui est réglage de base. Donc allons-y. Alors, voilà la bête. Donc, tout ce qui est réglage de base, bah déjà, tout bêtement, comment changer l'objectif? Ici, je sais pas si vous le voyez, voilà, là vous le voyez. Petit bouton pour changer l'objectif. Tac, on dévisse. Petit rompeur d'objectif de l'appareil est ici. Petit rompeur d'objectif, il est ici. On aligne les deux, on tourne et c'est fait. Voilà, très facile pour changer d'objectif. Pour allumer le bouton on-off, il est ici. On allume. Tout ce qui est batterie se trouve en dessous. Tac, dans la petite trappe. La batterie est en dessous. Et carte SD sur le côté, il y a deux slots de carte SD. Slot 1, slot 2. Les différents modes sont sur le dessus. Ça, c'est un classique. Donc, ici, je suis en mode manuel. Priorité vitesse. Priorité ouverture. Mode programme. Mode auto. Mode scène, on verra ce que c'est tout à l'heure. Mode SNQ, on verra ce que c'est tout à l'heure. Mode vidéo. Préconfiguration 2, préconfiguration 1. Voilà, je me remets en mode manuel. Vitesse arrière. La vitesse arrière nous sert à quoi? Tac. Molette arrière nous sert à quoi? Nous sert à la vitesse. Molette avant, elle, nous sert à l'ouverture, du coup, quand on est en mode manuel. Le déclencheur photo, il est là. Et le déclencheur vidéo, il est ici, à l'arrière. Les ISO, c'est très simple. On appuie ici sur le bouton de droite et on accède aux ISO. Tac. La balance des blancs, elle est... Alors, la balance des blancs, au départ, elle est peut-être pas là. Je vous avoue que ça fait un bout de temps que j'ai l'appareil, du coup. euh, Moi, je l'ai paramétré ici, mais voilà. Moi, quand j'appuie sur C1, j'ai la balance des blancs. Si c'est pas le cas pour vous, je vais vous montrer comment le paramétrer plus tard dans la vidéo. Mais sinon, la balance des blancs, vous pouvez la retrouver ici. Vous appuyez sur le petit bouton FN, c'est le bouton fonction. Tac. Et vous allez ici, balance des blancs. Moi, je suis sur AWB, sur balance des blancs automatique. Vous avez bien sûr aussi lumière du jour, ombre, nuageux, incandescent, du coup, c'est les lumières artificielles, du néon, du flash, du sous l'eau, une balance des blancs que vous pouvez régler manuellement. Donc là, on est sur 3002, je peux monter plus haut, je peux aller plus bas. Un bouton de personnalisation, donc des presets de personnalisation, ça c'est pratique. Si vous avez un éclairage particulier que vous utilisez souvent, vous pouvez le pré-régler ici. Voilà. Quoi d'autre? La mise au point. Alors, la mise au point, forcément, mise au point manuelle. Notre petite bague de mise au point ici. Alors, j'ai pris un objectif très standard hein, pour cette vidéo. Un 28-75, couvre à 2.8. Un très bon objectif. Un très bon rapport qualité-prix, hein, le Tamron. Je vous le conseille. C'est un objectif qui est très polyvalent. Voilà, mise au point manuelle, forcément sur la bague. Pour faire les réglages, pour switcher de mode de mise au point, on appuie sur FN.
Donc je rappelle FN ici, tac, et ici on a les différents modes de mise au point. Mise au point automatique spot, donc ponctuelle, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur le déclencheur ici, à mi-parcours, ça va faire la mise au point et ça va la bloquer. Tac, tac, continue, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas déclenché la mise au point, continue d'être faite. Et enfin, focus manuel, donc c'est avec la petite bague de mise au point sur votre objectif. Autre réglage, on va dire de base, ici, quand vous allez sur la flèche de gauche, tac, on appuie dessus, on a quoi? Le mode d'entraînement. Donc, prise de vue unique, donc quand vous déclenchez, ça prend une photo. Ici, c'est les rafales, donc low, donc faible vitesse, vitesse médium, haute vitesse et haute vitesse plus. Les rafales le mode rafale est plutôt performant sur cet appareil. Ensuite, on a le retardateur, donc 2 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Ensuite, le retardateur, où là, il vient prendre différentes images. Donc, par exemple, là, retardateur de 2 secondes, où il va prendre 3 images par la suite, etc. Ici, on a du bracketing, etc. Bon, voilà, les classiques qu'on peut retrouver sur tous les appareils. Voilà donc pour les réglages de base. Vous voyez que on a tout sous la main. C'est ce que j'aime beaucoup sur cet appareil, c'est que tous les réglages de base sont très accessibles. Et en plus, je vais vous le montrer par la suite, il y a des boutons assignables. C'est-à-dire que s'il y a un raccourci qui manque, bam, vous le mettez sur un bouton assignable, donc C1, C2 ou C3, et vous y avez accès. Maintenant, on va voir les autres boutons qu'il y a sur ce boîtier. Tac. Donc en façade, on a bien sûr, comme je vous ai montré, pour changer l'objectif. Ici, la grippe flash, donc pour mettre des micros, des flashs, etc. à un écran. Ça, on a vu les différents modes. C1 et C2, c'est des boutons assignables. Donc moi, du coup, sur C1, comme je vous ai montré, j'ai mis le balance des blancs. Et sur C2, j'ai mis les profils d'images en mode vidéo. Donc par exemple le S-Log 3, etc. Ici, ça pareil. Alors là, il y a, il y a débat, on va dire. Il y a débat, pourquoi? Parce que c'est très pratique d'avoir cette petite molette là de compensation d'exposition. On peut aller jusqu'à -3 ou jusqu'à +3. Donc ça, c'est très pratique d'avoir ça ici, sauf que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ou même dans le sac, des fois ça bouge tout seul. Vous avez fait un réglage par exemple à -2, vous coupez l'appareil, une semaine après vous reprenez l'appareil, vous l'allumez, vous avez oublié forcément que vous avez mis le réglage à -2, et donc du coup, qu'est-ce que vous dit votre appareil? Que vous êtes sous-exposé. Qu'est-ce que je dis? Non, il vous dit pas que vous êtes sous-exposé du coup. Il vous dit que vous êtes correctement exposé, mais vous avez l'impression d'être sous-exposé. Voilà, donc ça c'est un peu, enfin, comment dire, quand c'est numérique sur un appareil, par exemple sur le Lumix GX80, il y a une fonction que quand on l'éteint et on le rallume, la compensation d'exposition revient à 0. Ici, vu que c'est un bouton physique, en fait, eh ben, ça ne revient pas à 0 tout seul. Donc c'est à vous de faire gaffe. Voilà. Donc attention à ça, puisque comme je vous ai dit, voilà, ça peut bouger dans le sac, ou ça peut bouger, enfin ça peut bouger. Si vous le bougez, pensez bien à le remettre à 0. Voilà, la molette arrière, on a vu. C3, du coup, c'est le troisième bouton paramétrable. Moi, j'ai mis le mode Super 35. Ça permet d'avoir un petit zoom supplémentaire, on va dire. Alors, est-ce que j'explique le mode Super 35? Alors, je vais expliquer quand même vite fait le mode Super 35, même si je l'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo. Le mode Super 35, ça sert à quoi? Ça sert à, si vous mettez un objectif sur cet appareil, sur cet appareil, un capteur plein format. Si vous mettez un objectif qui ne couvre pas la totalité du capteur, par exemple si vous mettez un objectif micro 4 tiers sur cet appareil, forcément il ne couvre pas la totalité de l'objectif, du coup vous avez des bords noirs sur votre image. Pour supprimer ces bords noirs, vous appuyez sur le mode Super 35 et là, bam, les bords noirs disparaissent. Je l'utilise aussi si par exemple j'ai besoin de zoomer un tout petit peu plus. Donc par exemple là, si avec cet objectif je suis à 75 mm, donc zoomer au maximum, je veux encore me rapprocher un petit peu plus, j'appuie sur le bouton Super 35 et du coup ça me croppe un peu dans l'image et du coup j'ai l'impression d'être un peu plus près. Donc c'est un faux zoom entre guillemets, voilà, qui peut s'avérer utile. Donc je ne sais pas si de base c'est sur le bouton C3, mais en tout cas moi je l'ai mis sur le bouton C3 parce que c'est
Je sais même que, je sais très bien en fait que ce n'est pas sur le bouton C3 normalement, mais je l'ai mis là parce que c'est bien utile. Le bouton du menu, on ira dans le menu tout à l'heure. Ici, AF on et AEL, donc là c'est pour bloquer la mise au point ou pour bloquer l'exposition, mais aussi, alors vous allez peut-être pas bien voir, mais quand j'appuie sur ce bouton, ça me permet de zoomer dans l'image en mode vidéo. Donc ça c'est très pratique si je veux faire une mise au point assez précise. Voilà, j'appuie sur le, pardon, sur le petit bouton ici AF on pour zoomer dans l'image pour faire ma mise au point. Tac. Alors ensuite on a le petit bouton FN là qui est le bouton de... Alors oui, je vais te parler de ça d'abord. Ici normalement on a un petit joystick qui pour moi est cassé, qui a rendu l'âme, qui s'est barré. Comme je l'avais dit dans la vidéo, un peu des avantages et des inconvénients de l'Alpha 7 III. Le joystick est bien pratique, mais il est très fragile, donc faites attention à lui. Prenez-en soin. Moi, il est parti un jour. Il devait avoir une faiblesse dessus, et du coup, il s'est détaché, et je l'ai perdu. Donc c'est assez fâcheux. C'est pas très grave, puisque la plupart des choses que le joystick faisait, je peux le faire avec on peut le faire avec l'écran tactile. Mais bon, c'était quand même bien pratique. Et je vais revenir aussi là-dessus, c'est que, regardez, dans la vidéo des défauts, je disais quoi? Je disais là, toute cette petite trappe là, de connectique là, regardez-moi ça. C'est du plastique là, ça pendouille. Même des fois, quand on veut brancher plusieurs trucs, du coup, là, les plastiques nous gênent, etc. Ça, non, ça c'est franchement, c'est très mauvais de la part de Sony d'avoir fait ça. Et même ça là, les petites attaches là, qu'on peut pas retirer complètement. Alors bon, moi j'ai mes petites attaches rapides là, mais ça fait que de se balader, ça fait du bruit, etc. Voilà, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, niveau finition, je suis quand même un peu déçu de la facette 3. Bon, bref, c'est un détail. Mais que là, les caches, quand j'ai quelque chose de branché, c'est chiant à remettre. Et j'ai peur de les casser à chaque fois. Donc voilà, bon, lui je vais le laisser ouvert, tant pis. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, la petite joystick est partie, malheureusement. Mais en dessous, on a quoi? On a le bouton du menu rapide. Donc quand on appuie dessus, ça fait quoi? On a le mode d'entraînement. Comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on retrouve le mode d'entraînement. La mise au point, comme je vous ai montré tout à l'heure. On a aussi la zone de mise au point, hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ça, c'est le spot flexible, qui nous permet, comme vous le voyez, d'avoir un petit carré qu'on peut déplacer. Correction à disposition, bon, ça du coup sécurisé parce que je suis en mode manuel. Les ISO, le mode de mesure. Donc bon. Alors il y a plus de choses que d'habitude, tiens, c'est la première fois que je m'en rends compte. Donc ici, donc le mode de mesure, c'est quoi, hein? Tout bêtement, c'est l'appareil qui va mesurer l'exposition qui lui arrive sur le capteur. Et du coup, quand on est en mode automatique ou en mode semi-automatique, c'est avec ça qu'il va mesurer l'exposition correcte. Mais donc voilà, le mode de mesure, du coup, multi, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte une grande partie, du coup, du centre et des côtés. Ici, il va prendre uniquement, enfin uniquement, le centre un peu élargi. Ici, uniquement un point. Ici, tout l'écran. Et là, enfin, uniquement les tangulaires. Donc, je vous conseille de vous mettre en multi, ça marche dans 90% des cas. Tac, ici le mode flash, donc il n'y a pas de flash qui est préinstallé, enfin qui est dans l'appareil, il faudra en rajouter un si vous voulez. On retrouve la balance des ballons, on retrouve le mode créatif, et on retrouve la préférence au niveau de la carte mémoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le DISP. Donc le DISP, c'est quoi? Le DISP, c'est les informations qui sont écrites à l'écran. Vous voyez que là, c'est le bordel. Il y a un peu toutes les informations possibles et imaginables. Donc, par exemple, on peut voir que je suis en mode manuel, que je peux prendre encore 1500 photos, que je suis en format 3,5, 24 millions de pixels, que je suis en RAW, etc. Bon, il y a beaucoup d'infos. Si on veut se débarrasser des infos, on appuie sur DISP. Maintenant, on n'a plus que la batterie et les infos, on va dire, essentielles. Donc la vitesse, l'ouverture, la mesure de l'appareil et enfin les ISO. Je rappuie sur DISP, on a quoi? On a l'histogramme. Je rappuie sur DISP, on a le niveau. Ça c'est pratique pour prendre des photos qui sont droites. Je rappuie sur DISP, là on a la totalité, quasiment totalité des informations utiles. Donc ça c'est bien, si jamais on veut chercher, on cherche une information, on ne la trouve pas tout de suite, on va dans ce menu, dans ce mode de visualisation. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas se mettre comme ça, parce que ça là du coup c'est le bordel. C'est de se mettre soit comme ça, du coup on est assez épuré, on peut bien se concentrer sur le cadre, ou alors
ici avec le niveau, hein, c'est vraiment pratique hein, pour prendre des photos droites. C'est plus simple. Voilà, quoi d'autre, quoi d'autre? Le bouton de gauche, je vous ai dit c'est quoi? C'est le mode d'entraînement. Le bouton de bas, il nous sert à rien. Ici, c'est bien sûr la galerie, hein. Et ici, la poubelle, c'est le bouton C4, donc un bouton qui est aussi assignable. Alors maintenant, on va passer à l'écran tactile. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'écran tactile? Alors, je vais repasser comme ça. Tac, tac. Donc, sur l'écran tactile, qu'est-ce qu'on a? On peut bouger le petit carré de la mise au point. Voilà, classique. On peut zoomer dans l'image, etc. quand on est dans la galerie. Euh, Ici, quand on zoome, on peut se déplacer dans l'image. Et bien sûr, on a toutes les informations qui sont écrites. Voilà, donc l'écran tactile, il est... moi, ce que j'aime bien avec cet appareil, c'est que il n'est pas trop présent. Je déteste les appareils où tous les menus passent par l'écran tactile et tout. C'est chiant parce que des fois ça marche pas, des fois ça marche. Des fois quand on met le nez dessus, du coup, enfin quand on met l'œil dans l'œilleton, le nez il vient toucher l'écran tactile, etc. C'est chiant. Là, c'est juste utile pour voilà, bouger la mise au point, c'est très utile. Pour se balader dans l'image quand on est en mode zoom, voilà, c'est, on va dire, réduit à juste ce qu'il faut. Voilà, donc maintenant, on va aller directement dans les menus, on va dire. Alors, tac, alors je vais m'asseoir puisque il y a pas mal de menus. Alors, on va. Donc vous voyez que déjà que c'est divisé en plusieurs catégories. On a du coup la catégorie appareil photo, la catégorie caméra, la catégorie connectivité, la catégorie lecture, la catégorie réglage, on va dire technique de l'appareil, donc luminosité de l'écran, etc., le son, etc. Et enfin ici le menu favori, donc ça c'est très bien, puisque beaucoup de gens ont critiqué les menus des Sony. Honnêtement, après avoir testé énormément de marques, je trouve pas que ce soit pire que les autres, hein, honnêtement. Et c'est bien pratique voilà, d'avoir un menu personnalisé, puisque il y a beaucoup de choses. Et quand on veut retrouver comment dire, un réglage en particulier, ou un réglage qu'on utilise tout le temps, c'est chiant. C'est vrai, se balader dans les menus. Donc, au moins, tac, par exemple, moi, je formate ma carte tout le temps quand je commence un shooting pour virer tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà, j'ai les dans mon raccourci rapide, on va dire. Alors, on commence ici. Donc, encore une fois, c'est pas un cours de photo. Donc, je vais estimer que vous savez quand même de quoi il en retourne à chaque fois que je parle de certaines choses. Donc, par exemple, la type de fichier, je ne vais pas rentrer en détail. Qu'est-ce que le RAW, qu'est-ce que le JPEG? Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de prendre que les images, que les photos soient enregistrées sur votre carte mémoire uniquement en RAW ou en RAW et en JPEG. Donc, ça veut dire que vous aurez deux fichiers à chaque photo, un fichier RAW, un fichier JPEG, ou alors uniquement JPEG. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je me mets tout le temps en RAW plus JPEG. Pourquoi? Puisque à la lecture, les JPEG sont plus rapides à lire. Donc quand je fais le tri vite fait de mes photos, je lis les JPEG, ou même pour les vérifier vite fait, je lis les JPEG. Et après, quand j'ai besoin de retoucher les photos, bien sûr, j'utilise les RAW. Mais si vous, de toute façon, vous allez comment dire, retoucher les photos forcément, et vous n'êtes pas comme moi à les trier, à les regarder, etc., vous pouvez prendre uniquement que du RAW. Ou alors si vous ne savez pas ce que c'est que de retoucher des photos, vous pouvez uniquement prendre des JPEG. Voilà, ou alors si par exemple, je sais que dans certains domaines, par exemple, certains photojournalistes n'ont pas le temps de retoucher trop leurs photos, ils ont besoin d'envoyer les photos directement, donc ils se mettent en JPEG directement. Ensuite, le type de fichier RAW, donc ça c'est pour avoir du RAW compressé ou du RAW non compressé. Forcément, le RAW compressé prend moins de place sur la carte mémoire, donc ça permet de prendre plus de photos sur une carte mémoire, mais la qualité est un petit peu moins bien. Moi, j'ai des cartes mémoire qui sont très rapides et avec une grosse capacité, donc je préfère être en non compressé. Qualité des JPEG, bah là c'est à peu près pareil, en fait c'est la qualité des JPEG. Donc en vrai, si c'est juste pour visualiser le JPEG, comme je fais moi, on peut se mettre en standard, mais bon, c'est pas dramatique, voilà, d'être. Si vous avez des cartes assez rapides et assez puissantes, autant avoir la meilleure qualité possible. Ici, la taille de l'image du JPEG, donc là c'est pareil, ça va être au niveau de la résolution du fichier.
Donc plus le fichier est lourd, enfin plus le fichier, la résolution pardon, du fichier va être grande, plus le fichier va être lourd, mais mieux ce sera au niveau de la qualité. Donc notamment si vous voulez faire des impressions ou si vous allez comment dire, cropper dans l'image, zoomer dans l'image, autant se mettre au plus grand, parce que sinon, dès que vous allez zoomer dans l'image, ou si vous voulez faire une impression qui est assez grande, l'image sera fortement, fortement dégradée. Ici, ratio d'aspect. Alors, dans mon souvenir, il y avait plus de choix. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai branché mon appareil à un écran qui me restreint les choix, mais deux possibilités ici, en tout cas, s'offrent à nous. Donc, ratio d'aspect, c'est quoi? C'est en gros votre... Alors oui, désolé, j'étais assis, je me relève. Ratio d'aspect, c'est quoi? C'est votre capteur fait une certaine taille. Le capteur de la phase 3, c'est... Oula, j'ai un doute. 24-36, hein. C'est ça, c'est bien 24-36, hein, toujours faire confiance à notre instinct. Donc voilà, du coup 24-36 plein format. Donc le ratio d'image de la totalité du capteur va être de 3,5. Si je me mets en mode 16 neuvième, comme par exemple cette vidéo est tournée en 16 neuvième, la totalité du capteur n'est pas utilisée, hein. Je perds des informations au-dessus et en dessous. Pareil, si je choisis par exemple un format 1 pour 1, donc un format carré, je vais perdre des informations sur le côté, hein. Pour faire une image carrée, du coup j'aurai ça, ça et ça, mais j'aurai pas les côtés. Donc, moi ce que je vous conseille, on revient ici, je peux me rasseoir, c'est d'utiliser en fait la totalité du capteur, parce que si, imaginons, vous faites des photos, vous voulez les mettre sur Instagram au format carré, très bien, pas de souci. Mais avec le ratio d'aspect 3,5, vous aurez la totalité du capteur et vous aurez le choix de recadrer comme vous voulez pour avoir un format carré. Alors que si vous prenez directement une photo au format carré, vous ne pourrez pas la recadrer, puisque vous n'aurez pas les informations des côtés. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de vous mettre en 3,5 et de recadrer après, bien sûr, comme vous voulez. Ensuite, le mode Super 35, je l'ai déjà expliqué, on peut l'activer ici. Ou alors, comme moi, les mettre en petit raccourci. Ici, il reste passe colorimétrique, etc. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Compensation des objectifs. Alors moi, je les ai mis sur auto. Comment dire? Ça fait le taf. Après, j'aime bien aussi le faire sur Lightroom directement. Donc voilà, moi je vous conseille de laisser sur auto, mais au cas où, si vous avez la possibilité de remettre un petit coup sur Lightroom, ça fait pas de mal. Alors le mode scène, du coup, il faut se mettre en mode scène au niveau du... Tac, au niveau ici de la molette, on se met en mode scène, et maintenant, on a accès à différentes scènes. Donc, ça fait quoi? Bah là, c'est très bien expliqué, hein. Mode portrait, ça va adoucir la peau. Mode sport, ça va utiliser un obturateur élevé, etc. Bon. Euh, En vrai, c'est gadget, hein. Quand on... Alors, c'est gadget, oui et non. Si, c'est gadget. Je suis désolé, c'est gadget. Ce sont des choses qu'on peut faire soit directement quand on sait bien faire des réglages à la prise de vue, ou soit sur Lightroom. Je n'ai jamais utilisé ce mode-là. Euh, Ça existe. Pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? À tester. Si vous êtes un amateur et que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, pourquoi pas tester ces modes? Notamment ça, en vrai, qui peut être utile puisqu'il y a pas mal d'amateurs qui ont du mal à retrouver de bonnes couleurs lors des couchers ou levées de soleil. Donc ça peut être intéressant, mais voilà. C'est des choses que si vous savez faire de la photo, vous n'allez pas trop utiliser. Je viens de me rendre compte d'un truc que dont je n'ai pas parlé. Je vais le faire maintenant si je joue. Ah merde, je suis encore en mode scène. Je repasse en mode tuk 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 manuel. Tac, voilà. Un petit truc que j'ai oublié de vous parler et c'est très important. Là. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Là, il y a une petite molette. C'est la molette de dioptrie. Donc, si vous avez un petit peu des problèmes de vue comme moi, ou, euh, ou pas en fait, puisque moi, c'est déjà arrivé que ça bouge tout seul. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à régler la dioptrie
quand vous regardez dans l'œilleton. Donc, si vous regardez dans l'œilleton, en fait, il faut que, que la position de l'écran soit ajustée à votre vue. Sinon, vous allez croire que l'image est floue. Donc, attention à ça, réglez-le bien et surtout vérifiez-le de temps en temps, puisque moi, ça m'est déjà arrivé que dans le sac, ça bouge tout seul. Et du coup, je regarde dans l'œilleton, je fais merde, la photo elle est floue. Et j'arrivais pas à faire la mise au point dessus. En fait, non. La mise au point était correctement réglée, mais je voyais flou à cause de l'œilleton qui était mal réglé. Donc ça, faites très attention, puisque ça peut être frustrant quand on ne trouve pas l'origine du problème. Voilà, l'aparté est close. Donc, on revient dans les menus. Du coup, je disais mode scène, pas vraiment utile. Mode d'entraînement, on a vu ce que c'est. Le bracketing. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que le bracketing, mais en tout cas, les réglages sont ici. Donc le bracketing, je vais quand même vite fait dire, rappeler ce que c'est le bracketing. C'est plusieurs prises de vue qui s'enchaînent à différentes expositions, par exemple. On peut choisir d'avoir une photo sous-exposée, une photo correctement exposée, une photo surexposée. Et là, du coup, c'est l'ordre du bracketing qu'on vient régler. Donc, correctement exposé, sous-exposé, surexposé, ou alors, ce que je fais moi, hein, plutôt en général, sous-exposé, correctement exposé et surexposé. Il n'y a pas de chose qui est mieux que l'autre, c'est juste une question d'habitude. Tac. Ici, c'est la sélection de support de carte mémoire. Donc, moi, j'ai qu'une seule carte dans l'emplacement 1, du coup, j'utilise l'emplacement 1. À vérifier, hein, quand même, ne pas se tromper d'emplacement. Hein. Ici, c'est l'intervallomètre. Alors, si, petite précision, si, quand vous allez dans les menus de votre Alpha 7 III, vous n'avez pas l'intervallomètre, c'est que votre appareil n'est pas à jour. De base, quand il est sorti, il n'y avait pas d'intervallomètre, ils l'ont rajouté plus tard. Donc, il faut faire une mise à jour. C'est très simple, je pense que dans les menus, à un moment donné, on va y arriver. Je ne vais pas vous montrer techniquement comment faire la mise à jour, mais en gros, vous branchez l'appareil sur votre ordinateur, vous allez sur le site de Sony, il y a un petit système de mise à jour, et voilà, ça se fait tout seul, c'est assez simple. Voilà, donc, ici c'est des modes personnalisés. Ici on peut régler l'intervallomètre, donc on peut lui dire on. Temps de démarrage avant la prise de vue, on peut régler tout ça. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais en tout cas, c'est ici. Et encore une fois, si vous ne le voyez pas, c'est que votre appareil n'est pas à jour. Ensuite, tout ce qui est autofocus. Donc là, le mode de mise au point, du coup, là, je suis en mise au point manuelle. Si vous pouvez choisir, hein, comme on a vu tout à l'heure. Tac. Alors, ça, c'est utile. C'est le réglage de la priorité entre le déclenchement ou le focus. C'est-à-dire que si je suis en mode priorité autofocus, c'est-à-dire que l'appareil ne va pas déclencher tant que le focus n'est pas fait. Si je suis en mode déclenchement, en priorité déclenchement, c'est-à-dire que la photo va être prise même si la mise au point n'est pas faite, ce qui peut être un peu embêtant, ou là équivalence, ça veut dire que l'appareil va faire la part des choses. On peut régler ça pour l'autofocus spot ou l'autofocus continu. Zone de mise au point, on l'a vu tout à l'heure. Ici, réglage de la mise au point. Donc, je peux bouger le collimateur. Et, tac, je reviens dans le menu. Et donc, soit avec ici une petite molette, ou soit ici avec les molettes avant et arrière. Tac, tac, voilà. Et aussi, ça je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais si je vais ici, je peux régler la taille de mon petit rectangle. Tac, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est l'autofocus qui va se baser sur les visages et les yeux des sujets. Donc ça, c'est quand on prend des portraits très importants de faire la mise au point sur les yeux. Donc là, ça va les détecter automatiquement. On peut le faire sur les humains ou les animaux. L'algorithme va fonctionner différemment.
Ici, c'est la sensibilité de l'autofocus. Donc, ça, c'est très important à régler suivant ce que vous prenez comme photo. C'est-à-dire que si vous prenez un sujet qui ne bouge pas, ne pas vous mettre en réactif, puisque du coup, l'autofocus va être très réactif. Et du coup, dès que vous allez bouger, ou dès que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui passe entre vous et le sujet, du coup, la mise au point va se faire sur la personne qui est passée, et du coup, après, elle va rechanger, etc. Donc, ça peut être chiant, même en mode vidéo, hein. En mode vidéo, pour avoir un effet de pompage si l'autofocus est trop réactif. L'effet de pompage, c'est quoi? C'est-à-dire il va faire la mise au point devant, après il va faire la mise au point premier plan, après il va faire la mise au point derrière, etc. Donc, si vous voyez que l'autofocus bouge trop, vous pouvez le régler. Ou si vous trouvez qu'il ne bouge pas assez vite, vous pouvez le mettre en réactif, comme moi. L'autofocus est quand même très bon sur cet appareil. Euh, donc, en réactif, il marche assez bien. Voilà, quoi d'autre d'intéressant? Alors si je parle pas de certaines choses, c'est que c'est pas intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses. La vidéo va durer 3 heures si je vais vraiment dans tous les détails. Ici, on retrouve les ISO, donc si jamais on n'a plus le raccourci, on peut le retrouver dans les menus. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les qualités et les défauts de l'appareil, on peut monter assez facilement en ISO sans être trop embêté par le bruit. Ce qui est très très bien. Mode de mesure, on l'a vu. Blablabla. Palier d'expo, on peut changer. Moi, je préfère être le plus précis possible. Donc ça sert à quoi? Ça c'est quoi en fait? C'est l'incrémentation qu'on peut avoir pour régler l'exposition. Donc si on veut plus de paliers, il faut descendre. Voilà, ici c'est tout ce qui est flash. Je vous avoue que la réduction des yeux rouges, j'ai jamais testé. Mais après, voilà, dans le réglage du flash, il y a tout ce qu'il faut, bien sûr. J'ai pas de flash externe, du coup, je vais pas vous montrer tout ça. La balance des blancs, je vais la remettre en automatique. Voilà. Blablabla, ça c'est pas intéressant. Les modes créatifs, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vous déconseille. En fait, ça va jouer sur le contraste, la saturation des couleurs, etc. pour avoir un côté sépia, côté noir et blanc. Voilà, différents presets. Alors, je vous le déconseille, oui et non. C'est-à-dire que en vrai, si vous ne retouchez pas vos photos, si vous n'êtes pas à l'aise avec la retouche, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, vous pouvez utiliser ces modes, hein. C'est pas interdit du tout, hein. Mais c'est juste que si jamais vous savez faire des retouches sur ordinateur ou sur votre téléphone, alors de manière plus ou moins poussée, hein, vous pouvez quand même réussir à faire ce genre de réglage de manière plus précise d'ailleurs. Par exemple, le noir et blanc, moi je vous conseille de le faire plutôt sur l'ordinateur ou sur votre téléphone, vous serez bien plus précis que sur le mode créatif de l'appareil. Alors ensuite, les différents profils d'image, ça va être surtout sur le mode vidéo. Alors cette chaîne YouTube est plutôt concentrée sur la photo, mais par exemple, ici le mode Picture Profile 8, c'est mon mode de prise de vue pour le S-Log 3, S-Gamut Cine 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que le log, etc. C'est une sorte de format RAW. En fait, c'est un mode logarithmique, de décodage logarithmique. Il y a plus d'informations, mais comme en RAW sur les photos, il faut retoucher les images pour avoir une courbe, pour retrouver une courbe linéaire. Donc, en tout cas, c'est ici. Mais voilà, pensez bien à vous mettre sur off quand vous prenez des photos. Ensuite, la loupe de grossissement de mise au point, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est très pratique hein, pour pouvoir zoomer dans l'image, pour faire une mise au point précise, pour voir si le point il est correctement fait. Ça, c'est très très bien. Alors ça, c'est aussi important. De base, le temps de grossissement de la mise au point, il est, je sais plus, de 2 secondes ou 5 secondes, ce qui des fois n'est pas assez.
quand on a une mise au point très précise à faire. Donc moi je vous conseille de vous mettre aucune limite, c'est-à-dire que faudra appuyer sur le bouton pour désactiver la loupe de mise au point. Ici on peut régler le grossissement, etc. L'aide à la mise au point, moi je le garde. Ici, c'est le focus picking. Focus picking, c'est quoi? Ça va entourer. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Ça va entourer. Et on va peut-être me mettre en mise au point manuel. Et on ne voit pas la vidéo là. Non, on ne voit pas la vidéo, mais en gros, ça permet d'entourer la zone qui est nette pour être sûr qu'elle soit nette. Tac, moi j'aime pas trop ça, donc je vais le désactiver. Ensuite on arrive en mode vidéo. Alors, le menu. Alors, donc mode d'exposition, vous pouvez changer le mode d'exposition ici du mode vidéo. Format de fichier, donc XAVC 4K, XAVC HD ou AVC HD. Je vous conseille toujours d'être en XAVC. Ensuite 4K ou HD, à vous de voir. Quand on est en mode 4K, on a accès à quoi? On a accès à du 25p. Donc, on ne peut pas faire de ralenti. Ou sinon en mode HD, on peut aller jusque 100, je crois. Oui, voilà. Jusque 100p. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Ce dont vous avez besoin, en fait. SNQ, voilà. Ici, on peut régler sur le mode SNQ la vitesse de ralenti. Donc là, par exemple, on peut faire un ralenti x4. On peut enregistrer des proxys. Donc un proxy, c'est quoi? C'est un format vidéo qui est compressé, qui est de mauvaise qualité, on va dire, mais qui se lit plus vite. Donc en fait, ça permet de lire sur l'ordinateur des fichiers en résolution plus faible que les vrais fichiers qui, eux, sont en très haute résolution. Comme ça, pour faire le montage de vos vidéos, vous montez avec les proxys, votre ordinateur ne rame pas. Et une fois que vous faites le rendu avec les vrais fichiers qui sont très gros et que vous n'arriviez pas à lire quand vous faisiez le montage de votre vidéo. Personnellement, je laisse toujours le mode proxy désactivé et quand j'ai besoin de faire des proxys, je le fais sur mon ordinateur. Avec Adobe Media Encoder, on peut le faire assez facilement, même avec Adobe Premiere Pro. Moi, je vous le déconseille directement sur la carte SD, puisque ça augmente le travail de l'appareil et de la carte SD. Si vous n'avez pas une carte SD assez rapide, ça va être galère. Ici, la vitesse de l'autofocus, donc rapide, normale ou lente, comme pour la photo. Ici, c'est pareil, voilà, réactif ou standard. Enregistrement de l'audio, si jamais vous vous dites, ah tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de son sur ma vidéo, c'est peut-être que l'enregistrement audio est désactivé. Ici, vous pouvez régler le niveau d'enregistrement audio, ça je vous conseille de le régler à l'avance et de bien le vérifier. Puisque si le niveau d'enregistrement est trop élevé, le son va saturer, ou alors s'il est trop faible, on va rien entendre. Affichage du niveau d'audio, ça c'est pareil, je vous conseille toujours de l'afficher. Pourquoi? Puisque vous n'avez peut-être pas la possibilité, même si c'est une prise casque sur l'appareil photo, vous n'avez peut-être pas toujours la possibilité d'écouter le retour son de la caméra, donc au moins pour avoir un œil dessus, pour voir si le son module bien. Comme par exemple là, c'est le cas pour moi, dans mon studio, là, je vois le vumètre quand je parle, donc je sais que le son fonctionne bien, que le micro fonctionne bien. Ensuite, réduction de bruit, ça je vous le déconseille, ça va comprimer votre voix. C'est beaucoup mieux de le faire en post-production. Afficher les marqueurs, donc ça c'est pour afficher par exemple ici voilà le centre, le ratio d'image, etc. Ça peut être utile, bien sûr. Par exemple, si vous savez que par exemple la vidéo que vous allez faire va être diffusée en 4 tiers, vous pouvez mettre des marqueurs 4 tiers, comme ça vous voyez directement pour faire votre cadre, c'est beaucoup plus simple. Steady shot, ça c'est important, c'est
stabilisation de l'appareil. Donc ça, je vous conseille de toujours l'activer parce que ça élimine les tremblements qu'on peut avoir quand on porte l'appareil à bout de bras, surtout qu'il est assez lourd. Enfin, assez lourd. Ça va, mais par exemple, j'ai tourné une vidéo juste avant avec le GX80. Je peux vous dire qu'il est quand même plus lourd que le GX80. Voilà. Ici, vous pouvez configurer ce que vous voulez afficher avec le bouton DISP. Donc, si il y a des choses que vous voulez retirer, vous pouvez les retirer ici, ou si vous voulez en ajouter. Très important. Très important aussi, ça. Alors là, comme l'appareil est branché sur un écran pour que je puisse vous montrer les réglages, donc je ne peux pas y accéder, mais tac, je reviens vers vous. Ça, c'est très important. Pourquoi? Puisque si vous avez une casquette comme moi, que vous aimez bien prendre des photos avec une casquette, ou si vous faites de la photographie immobilière et que des fois, comme moi, ça vous arrive de mettre l'appareil contre un mur pour avoir le plus de recul possible, en fait, ce que ça va faire, c'est que de base, de base, vous voyez les informations sur votre écran. Mais quand quand vous mettez l'œil dans l'œilleton, pardon, tac, comme ça switch, l'écran s'éteint et du coup, l'écran de l'œilleton s'allume pour que vous puissiez voir avec votre œil dans l'œilleton. C'est automatique, c'est-à-dire que il y a un petit capteur ici devant là qui détecte votre œil. Mais des fois, il se trompe ce capteur. Par exemple, si je suis comme ça, là, ma visière de ma casquette va être proche de l'œilleton et du coup, il va switcher. Il va croire que j'ai l'œil devant. Mais en fait, non, c'est la visière de ma casquette. Et du coup, il va désactiver l'écran alors que moi, j'étais en train de regarder sur l'écran et ça va passer sur l'œilleton. Ou alors, comme je vous ai dit, des fois, j'ai besoin de mettre l'appareil contre un mur, enfin proche d'un mur, quand je fais de la photographie immobilière. Du coup, pareil, il va détecter le mur, il va croire que c'est mon œil qui regarde dans l'œilleton, du coup, il va désactiver l'écran. Donc, on revient ici. Ici, Finder Monitor. Du coup, là, ça va vous permettre de choisir manuellement si vous voulez l'affichage dans l'œilleton ou sur l'écran. Donc, en fait, il y a trois modes. C'est soit automatique, donc ça va switcher automatiquement. Si ça vous embête, vous pouvez forcer l'affichage uniquement dans l'œilleton ou alors uniquement dans l'écran. Voilà. Ensuite, on a les zébras. Bon, ça c'est classique, hein, c'est pour voir les zones qui sont cramées. Donc surexposé, vous pouvez sélectionner le niveau du zébra. Le quadrillage, moi j'ai mis règle des tiers, mais vous pouvez, si vous voulez, mettre en diagonale ou en carré. Ça c'est pour afficher quand vous prenez une photo. Je l'ai désactivé, mais d'habitude je l'active, j'aime bien quand même voir ma photo une fois qu'elle est prise, juste pour checker si la mise au point est bonne. Vous pouvez choisir la fiche nom ici avec la durée. Ici, on arrive aux touches personnalisées. Donc vous pouvez voir que, comme je vous ai montré, sur mon bouton C1, j'ai la balance des blancs. Sur mon bouton C2, j'ai mon profil de couleur. Mon bouton C3, j'ai mon mode Super 35, etc. Vous pouvez du coup... Ah, on peut même changer. J'ai oublié qu'on pouvait le faire au niveau de la croix directionnelle et du bouton du milieu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, bouton C2, moi j'ai mis profil d'image. Si vous ne faites pas de vidéo, vous vous en fichez. Du coup, vous pouvez mettre autre chose. Hein, vous pouvez mettre, alors, je ne vais pas changer moi, sinon ça va m'embêter, mais voilà, vous pouvez mettre quasiment tous les réglages. Hein. Donc, si les ISO, vous préférez que ce soit sur C2 au lieu de la flèche de droite, vous pouvez. Ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Ça, c'est pour ça que j'aime aussi énormément cet appareil photo. Et surtout, voilà, vous pouvez différencier en fonction de si vous êtes en mode photo, en mode vidéo ou en mode galerie. Ça, c'est très bien. Là, c'est pour changer sur le bouton fonction, le bouton iPhone, le bouton rapide. Donc ça, c'est pour configurer votre menu, si vous voulez, pareil, retirer des choses ou en ajouter. Ça, pareil, ça c'est très pratique, suivant les marques des fois. Les molettes peuvent être inversées. Donc ici, on peut choisir un peu, si on veut que la molette avant fasse la vitesse et la molette arrière l'ouverture ou inversement. Rotation pareil, on peut inverser aussi la rotation. Hein, sur
On va dans un sens ou dans l'autre. Blablabla, là c'est pour la compensation d'exposition. Là c'est pour le bouton REC qui peut être. Donc du coup là c'est marqué toujours circuler. Même si je suis en mode photo, je peux appuyer sur le bouton pour filmer. Ou sinon, je peux décider de le désactiver quand je suis en mode photo et de le laisser activer uniquement quand il est en mode vidéo. Ici, signal sonore, c'est pour virer les bruits. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que ça peut vite être chiant. On en arrive à la partie réseau. Je vais juste vérifier vite fait si tout est OK quand je filme. Oui, tout est OK quand je filme. Alors, le mode réseau, on peut faire pas mal de choses avec cet appareil. Notamment, je vais revenir vers vous, notamment une chose qui est très très bien, que je montrerai peut-être dans une autre vidéo. Là, j'ai pas prévu le coup. Du coup, je peux pas le faire maintenant. Mais si vous le demandez, je le ferai. Il y a une très bonne application, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, surtout sur ordinateur, je trouve. Même sur mobile en vrai, elle est très bien aussi. Qui permet de connecter l'appareil, donc soit avec un câble, soit en Wi-Fi. Donc ou à l'ordinateur ou au téléphone, ça permet quoi? En fait, ça permet de monitorer, donc ça permet de voir. Si par exemple l'appareil est posé sur un pied à l'autre bout de la pièce, je veux voir ce qui se passe au niveau du cadre. Je peux l'avoir sur mon téléphone ou mon ordinateur. Je peux déclencher à distance, très pratique. Je peux aussi changer les réglages, très pratique aussi pour le piloter à distance l'appareil. Et aussi une autre chose qui est très pratique, c'est la possibilité d'enregistrer les photos directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Voilà. Si vous savez que vous allez en avoir besoin tout de suite pour l'envoyer à quelqu'un, la photo, vous pouvez du coup connecter à votre téléphone. Et comme ça, quand vous déclenchez, bien sûr, c'est un réglage à faire, mais c'est pas obligatoire. Mais quand vous déclenchez, vous pouvez enregistrer la photo sur votre téléphone. Voilà, très pratique pour si vous avez besoin de l'envoyer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du réseau? Donc là, fonction téléphone, fonction ordinateur, fonction FTP, c'est pour du transfert de médias. Là, c'est pour connecter à la télé, quand on vient faire de film, etc. Alors, vous voyez que le mode avion est on. Pour moi, j'active toujours le mode avion quand je n'utilise pas le mode réseau. Pourquoi? Puisque ça permet d'économiser de la batterie. Quand le mode avion n'est pas mis, c'est-à-dire que les antennes Wi-Fi et Bluetooth fonctionnent, même je crois qu'il y a du NFC aussi sur cet appareil. Toutes ces antennes fonctionnent, émettent des ondes et aussi regardent ce qu'elles peuvent recevoir et du coup ça bouffe de la batterie. Donc petite astuce, si vous voulez économiser un peu de batterie, tac, vous allez sur le mode avion, vous le mettez sur on. Ici les réglages Bluetooth, les réglages Wi-Fi, etc. Si vous voulez une vidéo particulière dessus, vous me la demandez et je la ferai. Ensuite, tout ce qui est niveau lecture, alors là je vais passer très vite, hein, c'est pas vraiment intéressant. Il y a tout ce qu'il faut, on peut agrandir les images, on peut les supprimer, etc. Ah oui, ça c'était important, pivoter. Alors oui, bon là comme je suis branché sur l'écran, ça va pas le faire, mais en gros, c'est pour pivoter automatiquement, comme si vous savez sur le téléphone, quand on tourne le téléphone, les photos pivotent. Là, ça peut le faire aussi sur l'appareil. Donc ça, c'est important si vous faites des photos en format portrait. Bon, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Après, moi, je vous avoue, je regarde rarement les photos sur mon appareil, à part pour checker vite fait si le focus est bon. Ah, ensuite, on passe au réglage. Donc là, je reviens vers vous. Très important, ce petit réglage là de luminosité d'écran et de luminosité de viseur. Quand vous êtes dehors en plein soleil, ok, pas de souci, on peut augmenter la luminosité de l'écran. Mais attention, quand vous êtes par exemple là, je suis chez moi, je suis dans une pièce, la lumière est assez faible, on va dire, assez faible, elle est modérée. Si vous avez la luminosité au max, vous allez croire que ce que vous avez devant vous est surexposé. Du coup, vous aurez tendance à sous-exposer votre image. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que la luminosité de l'écran n'est pas un indicateur d'exposition correcte de votre photo. Hein. Si votre écran est trop lumineux, vous allez croire que c'est surexposé. Si votre écran n'est pas assez lumineux, vous allez croire que c'est sous-exposé. Faites attention d'avoir une luminosité d'écran qui soit correcte avec votre environnement. Surtout, ayez confiance en vos réglages.
ne pas croire ce qu'on voit dans l'écran. Et pareil pour l'œilleton, hein, c'est pareil. Cet appareil, c'est un œilleton numérique, hein, c'est un écran qu'il y a dans l'œilleton. Donc bien régler la luminosité, ni trop faible, ni trop forte, pour pas fausser vos réglages d'exposition. Réglage du volume. Donc ça c'est pour le son. Pareil, pensez à le régler correctement, ni trop fort, ni trop faible, pour pas... mais surtout faites attention à votre vumètre. Sinon c'est pareil que l'exposition, en fait. Votre son sera... Vous aurez l'impression qu'il est trop fort alors que c'est peut-être pas le cas, ou alors vous aurez l'impression qu'il est trop faible alors que c'est peut-être pas le cas. Alors, qualité d'affichage, ça c'est mal réglé, hein, je trouve, pour moi. Je vais repasser en standard. En fait, ça c'est la qualité d'affichage de votre écran. Forcément, si vous êtes en élevé, ça va bouffer plus de batterie. Et pareil, quand vous êtes en luminosité élevée aussi, ça bouffe plus de batterie. Donc, si vous avez envie d'économiser de la batterie, mettez encore une fois un réglage qui est OK avec votre environnement. Voilà, qualité d'affichage élevée, c'est pour voir vraiment dans les détails. Mais bon, au bout d'un moment, vous allez connaître votre appareil, vous allez savoir ce qu'il y a dans le ventre. Donc pas la peine d'avoir une qualité hyper élevée, c'est juste pour contrôler encore une fois vos photos. Que vous regardez vos photos sur votre appareil. L'économisateur d'écran, toujours important de le mettre. Très mauvaise idée de mettre 30 minutes. Hein, que si on oublie de l'éteindre et qu'on le glisse dans le sac, il va rester allumé, et après la batterie va fondre et vous n'aurez plus de batterie. Ça aussi, alors ça c'est un réglage qui est très important. Surtout quand vous filmez. Alors déjà, quand vous filmez avec cet appareil, vous avez une limite de 30 minutes, parce que ce n'est pas une caméra, c'est un appareil photo. Donc c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, il faudra appuyer sur le bouton REC. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, température. Ce boîtier surchauffe. Donc, si jamais vous êtes dans un environnement où il fait très chaud, ou si vous filmez, au bout d'un certain temps, comme par exemple tout à l'heure, j'étais en train de filmer une vidéo, la vidéo des menus du GX80, et cette vidéo était très longue, et du coup, au bout d'une heure, l'appareil en a eu marre. Enfin, il en a eu marre, non, il était juste trop chaud, et du coup, ça a coupé la caméra. Donc, faites attention à la température de votre appareil. Si vous filmez avec pendant une trop longue durée, il va surchauffer. Et si jamais vous savez que vous allez mettre à rude épreuve, vous pouvez ici augmenter la température, c'est-à-dire qu'il va accepter une température plus forte avant de se couper. Donc c'est bien, si vous avez une obligation, on va dire, de filmer. Par contre, ne mettez pas tout le temps ça en élevé, hein, parce que ça sert quand même à quelque chose, ça sert à ce que les composants dans votre appareil ne surchauffent pas et ne fondent pas, hein, et ne se dégradent pas. Ici, NTSC ou PAL, donc ça dépend de votre appareil, si il est format américain ou européen. Mode de nettoyage, donc ça c'est pour effectuer un nettoyage automatique. Ça fait trembler le capteur, ça fait tomber les poussières. Ça fonctionne plutôt bien. Ici, c'est pour couper le tactile. Des fois, c'est bien de pouvoir couper le tactile. Pourquoi? Puisque ça m'est déjà arrivé. Quand on a mis au point automatique, avec le petit carré qui se déplace, là. Des fois, quand vous avez l'œil dans l'œilleton comme ça, votre nez touche l'écran et du coup, la mise au point se déplace. Voilà, ça peut être chiant. Donc, on peut le désactiver. On peut le désactiver. C'était où? C'était ici. Fonctionnement tactile, on peut être sur on ou sur off. Voilà, ici réglage des timecodes. Réglage HDMI. Donc ça peut être bien si jamais quand vous le branchez quelque part, il veut pas. Il ne s'affiche pas. Des fois, il faut régler manuellement la résolution. Ici, par exemple, là, je veux que vous voyez les menus avec moi. Donc, j'ai réglé afficher les informations HDMI sur on, enfin activé. Si je les désactive, vous ne voyez pas les menus. Et ça peut être pratique si vous faites du multicam, par exemple, vous êtes sur un ATEM mini, vous voulez juste voir la vidéo et vous ne voulez pas voir les infos, on peut les cacher. Voilà, quoi d'autre? La connexion USB, ça dépend comment vous le... Pareil, généralement c'est en automatique, mais si jamais vous voulez faire du PC à distance et que ça ne marche pas, vous pouvez forcer le PC à distance ici. Alimentation USB, alors ça c'est un réglage aussi qui est assez important. Alimentation USB, ça veut dire que quand vous branchez votre appareil photo sur votre ordinateur, par exemple, pour, comme je vous ai dit, le contrôler à distance, ou avoir les photos directement sur l'ordinateur, etc. Quand vous le branchez et que vous avez ce mode là, alimentation USB qui est sur on, ça va faire quoi? En fait, ça va utiliser
la batterie de votre ordinateur pour charger l'appareil. Des fois c'est bien, hein. Par exemple si votre ordinateur est fixe et du coup est branché, ça peut être bien du coup pour pas que l'appareil tombe au niveau de la batterie. Mais si vous êtes sur la batterie de votre ordinateur par exemple, de votre Mac, si vous êtes juste sur la batterie, du coup l'appareil va pomper la batterie du Mac. Attention à ça. Et ici c'est pour régler, voilà, comme je vous ai dit, euh, les photos vont s'enregistrer sur votre PC, par exemple ici, PC plus caméra, ou alors je peux choisir uniquement PC, etc. La langue de l'appareil, date et heure, très important de régler. Très important de régler la date et l'heure sur votre appareil photo. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre les photos, c'est cette date et cette heure qui va être enregistrée avec le fichier. Donc si par exemple, je sais pas moi, on est en 2025 et votre appareil est réglé avec une date, je sais pas moi, de 2011, bah, du coup vos photos seront taguées comme des photos de 2011. Du coup quand vous allez trier vos fichiers, etc. sur votre ordinateur, ça va être l'enfer. Pareil, c'est pour l'heure. Si l'heure est mal réglée, vous dites tiens, vous faites une presta par exemple, vous avez plusieurs boîtiers. Si les boîtiers ne sont pas réglés à la même heure, l'ordre des photos ne sera pas bon en fait. Donc faites très attention à ça. Copyright, ça c'est pour vous pouvez mettre un copyright pareil sur le fichier de vos photos. Pas vraiment intéressant. Numéro des fichiers, pareil. Vous pouvez les réinitialiser au bout d'un moment, hein. Donc bien sûr ça s'incrémente au fur et à mesure. Et si vous voulez réinitialiser, revenir à zéro, par exemple, si pour chaque shooting vous voulez revenir à zéro, vous pouvez le faire. Nom du fichier, donc là c'est pour paramétrer le nom du fichier. Donc comment le fichier va se nommer, vous pouvez le paramétrer ici. Je suis passé vite sur formater, mais c'est une des choses les plus importantes. Je le répète à chaque fois. Ne supprimez pas vos photos depuis votre boîtier. Ne supprimez pas vos photos depuis votre ordinateur, hein. Une fois que vous avez mis toutes vos photos sur un disque dur, sur votre ordinateur, etc., vous les sauvegardez. Vous voulez du coup supprimer les photos de la carte SD pour faire de la place, pour repartir à zéro. Ne faites pas fichier supprimé sur votre ordinateur. Ou ne supprimez pas ici avec la petite poubelle là, non. Vous formatez la carte, comme ça vire tout. On repart à zéro, toute la carte est formatée, il n'y a plus du tout d'informations dessus. Si vous supprimez manuellement vos photos, il y aura juste le fichier JPEG ou RAW qui va être supprimé, mais certaines micro-informations, certains micro-fichiers, ou fichiers temporaires, vont rester, et du coup, il peut y avoir des problèmes au niveau de la numérotation de vos fichiers. Il peut y avoir des corruptions de données, des données qui chevauchent les autres, etc. Donc ça peut être néfaste. Donc vraiment, formatez vos cartes. Merci. C'est très important pour ne pas avoir de problème. Ensuite, ici, pas vraiment intéressant. On peut créer des dossiers, etc. Ici, vous avez accès à la version de votre appareil. Voilà, comme je vous ai dit, il faut vérifier parce que des fois, les mises à jour apportent des choses. Et voilà, on a plus ou moins fait le tour. Et après, ici, on a le menu personnalisé, le menu favori. Donc, si vous voulez ajouter des choses, voilà, vous allez ici. Vous ajoutez des éléments que vous utilisez souvent, comme par exemple moi, là, le formatage, ou alors la format de fichier, etc. Donc ça, c'est des choses que j'utilise souvent. J'ai envie de les avoir ici dans mon menu. Voilà, je n'ai pas forcément envie par exemple, le formatage, j'ai pas envie de l'avoir sur un raccourci C1, C2 ou C3 par exemple. Mais je veux y avoir accès assez rapidement, donc j'ai mis ça dans mes favoris. Écoutez, voilà. J'espère avoir été assez rapide pour que les vidéos durent des heures. J'espère avoir été assez complet et précis. Si jamais je n'ai pas été assez précis sur certaines choses, l'espace commentaire est bien évidemment ouvert pour que vous puissiez poser des questions, j'y répondrai volontiers. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même aller sur mon site internet qui vous donne dans la description, ou dessus un espace d'échange de communauté. Donc voilà, si vous voulez parler même entre vous, ou même moi, bien sûr je passe pour répondre à des questions, etc. Vous pouvez aller sur mon site, voilà, c'est plus complet on va dire que l'espace commentaire, c'est mieux que l'espace commentaire de YouTube. Et enfin, si vous avez des questions, cette fois au niveau de l'apprentissage de la photo, si vous avez des questions voilà, sur l'appareil, que vous voulez qu'on fasse une visio par exemple, c'est possible. Pareil, si vous allez sur mon site, il y a un espace où vous pouvez me contacter, ou pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Voilà, je répondrai bien sûr à vos questions, vos interrogations. Je vous aiderai aussi à vous améliorer en photo si vous le voulez, volontiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. C'est très important, comme ça je sais les vidéos qui plaisent et qui ne plaisent pas.
Pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce format de vidéo. C'est un format qui est assez complexe à faire au niveau de la mise en place. J'essaie de faire ça le mieux possible pour que tout soit, voilà, tout soit visible, soit lisible. C'est pas toujours très simple. Donc voilà, si vous avez vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, je pense que je vais laisser tranquille Alpha 7 III pour le moment. Voilà, on va passer à d'autres appareils photo pour des vidéos un peu plus généralistes. Voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. À bientôt.